Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. On ne sait presque rien de l'enfance de John Parker. On a simplement appris au compte-gouttes qu'il est né en 1970, qu'il avait au moins un frère et qu'il a grandi quelque part dans l'Indiana aux États-Unis. Pour le reste, c'est le grand flou. Rien sur ses premières années, pas même une anecdote de goûter volé ou de punition au coin. Mais d'après les récits plus tardifs, on a compris une chose. John venait d'une famille de classe moyenne et il a toujours été ce type de jeune bouillonnant d'ambition. Le genre à vouloir conquérir le monde avant même d'avoir payé ses premières factures. Dès qu'il a décroché son diplôme du secondaire, il a foncé tête baissée vers l'indépendance financière. Un vrai cliché américain, mais en plus motivé. Selon son frère, son tout premier boulot a été aide-serveur dans un restaurant. Ça aurait pu être le début d'une carrière tranquille, sauf que non. John s'est énervé pour une raison obscure, peut-être un steak trop cuit ou un client un peu trop exigeant, et il a claqué la porte. Bye bye les pourboires. Mais il n'a pas abandonné pour autant. Très vite, il a rebondi. Cette fois, avec un boulot qui, selon lui, cochait toutes les cases. Liberté, autonomie et surtout commission. Il s'est lancé dans la vente à domicile d'aspirateurs Kirby. Oui, des aspirateurs. Au début, sa famille s'est bien moquée. Faut dire que vendre des aspirateurs en frappant aux portes, ça ne fait pas très conquête du monde. Mais il leur a cloué le bec. En moins d'1 an, il est devenu l'un des meilleurs vendeurs de la région. Et il l'a annoncé haut et fort. Il n'allait pas s'arrêter là. Il a bossé sans relâche entre 12 et 16 heures par jour, parce que, selon lui, la réussite ne s'obtient pas en dormant jusqu'à midi. Résultat, ses performances ont été saluées lors des réunions de l'entreprise et il est devenu une sorte de gourou commercial pour les autres vendeurs. Certains le suivaient presque comme une secte, mais avec des chemises repassées et des mallettes pleines de filtres épars. C'est à cette période qu'il a croisé la route de Judy Denise Brundelow, une Texane de 20 ans qui ne passait pas inaperçue. D'elle non plus, on n'a pas une biographie complète, juste quelques miettes. Elle est née en octobre 1969. Elle a grandi au Texas dans une famille modeste avec 2 frères et sœurs. Et visiblement, elle a vite compris que la vie n'allait rien lui offrir gratuitement. Judy avait du bagou, une présence et surtout, une sacrée audace. John n'était même pas en train de recruter quand elle s'est pointée, mais elle l'a convaincu que dans la vente, elle était la meilleure. Et attention, ce n'était pas une gamine un peu trop sûre d'elle. À 14 ans, elle s'était déjà mariée avec l'accord de ses parents, s'il vous plaît. Et, au moment de sa rencontre avec John, elle était divorcée et mère de 2 enfants, Christina et Daniel X. Autrement dit, elle avait vécu plus de choses que la plupart des adultes bien rangés de 40 ans. John a accepté de lui donner sa chance. Il a pris Judy sous son aile, l'a formée à l'art, très subtil, de vendre des aspirateurs en frappant aux portes et elle a tout simplement assuré. Mieux encore, elle a conquis son patron, et pas qu'un peu. Rapidement, ils sont devenus plus que collègues. Beaucoup plus. À ce moment-là, tout roulait pour John. Il avait la reconnaissance, les résultats, et maintenant, une partenaire à la fois dans les affaires et dans la vie.
Fort de ce duo bien huilé, il a décidé de franchir une nouvelle étape. Il a fondé sa propre entreprise dans le Michigan. Officiellement, il est devenu opérateur de vente et de service pour Kirby, mais officieusement, un petit roi dans son domaine. Il a aussi commencé à former d'autres vendeurs, leur transmettant avec passion ses secrets de persuasion et son éternel optimisme, qu'on aurait presque pu mettre en bouteille et vendre lui aussi. L'entreprise s'est rapidement hissée parmi les meilleures de la région, et John n'a jamais manqué de le rappeler. S'il en était arrivé là, c'était grâce à Judy. En 1992, alors que leur vie professionnelle s'était bien stabilisée, les deux tourtereaux ont officialisé leur union. Mariés, unis, ambitieux et bien décidés à prouver que, oui, un bon vendeur pouvait vraiment tout obtenir, même l'amour, ou du moins quelque chose qui y ressemble. Le couple a eu 2 filles, Tiffany et Erika, ce qui a porté le total à 4 enfants dans la maison. Une vraie petite tribu recomposée. Ils ont déménagé plusieurs fois, toujours vers mieux, plus grand, plus chic, plus cher. Les enfants ont commencé à goûter aux fruits du dur labeur de John et Judy. Belle maison, école privée, voiture tape à l'œil, vacances fréquentes. Une vitrine du rêve américain version sur mesure. Au début, tout se passait bien. John s'entendait plutôt bien avec les enfants de Judy. Christina était douce, Daniel un peu plus vivant, disons. Une petite tornade en basket. Mais dans l'ensemble, c'était la belle vie. Les Parker baignaient dans l'opulence et John, qui amassait une petite fortune, ne se gênait pas pour la montrer. Au contraire, il s'en servait comme vitrine de motivation pour ses jeunes recrues. Tu veux la Rolex ? Bosse comme moi. Simple, efficace. Mais voilà, les enfants grandissent et parfois, ils tournent, pas vers la lumière. Christina, en entrant dans l'adolescence, a commencé à traîner avec des gens aussi fréquentables qu'un cendrier dans une salle d'accouchement. Elle a commencé à boire et, selon certaines sources, à se droguer. Daniel, de son côté, a franchi le seuil de l'adolescence avec toute la grâce d'un rhinocéros sous amphétamine. À 13 ans, il était en colère, toujours mal entouré et bien parti pour la gloire. Un jour, il a carrément volé la voiture de John et s'est amusé à faire le tour du quartier en détruisant les boîtes aux lettres des voisins. Le lendemain, John a fait le tour des maisons, portefeuille en main, pour éviter qu'un flic ne vienne frapper à sa porte. Et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi été convoqué à l'école pour une plainte concernant Daniel. Ce jour-là, il a craqué. Il a frappé le gamin. Oui, pas la meilleure des idées. À partir de là, les choses ont commencé à sentir sérieusement le brûler. Après 9 ans de vie commune, Judy a embarqué tout le monde pour un petit pèlerinage au Texas. L'objectif ? Revoir ses racines et son frère restés sur place. Mais pendant ce séjour, elle a confié à ce dernier que son mariage battait de l'aile et que John maltraitait ses enfants. Sans surprise, elle a fermé les yeux sur les dérives de Christina et Daniel. Non, eux étaient de petites victimes. Le problème, c'était John, évidemment. Et puis, comme si tout ça ne suffisait pas, John a commencé à flairer autre chose. Un parfum d'adultère flottait dans l'air, et pas un subtil. Il a commencé à soupçonner Judy d'avoir une liaison avec un employé de son entreprise. Alors il a sorti l'artillerie lourde, caméra de surveillance dans les bureaux, et bingo, il a eu la preuve, imparable. À ce moment-là, tout s'est écroulé. L'homme souriant, charmeur et motivé a disparu, et ce qui a pris sa place était beaucoup plus sombre. Face à l'infidélité de Judy, John n'a rien décidé, rien. Lui, d'ordinaire si prompt à agir, à trancher, à contrôler, cette fois, il s'est laissé ronger de l'intérieur, par l'amertume, le genre qui ne fait pas de bruit au début, mais qui finit par tout grignoter. Il a commencé à boire. Et pas juste un verre pour se détendre, non, un vrai plongeon dans la bouteille. L'alcool a tout amplifié.
Les disputes avec Judy sont devenues explosives, les tensions avec ses enfants insupportables. Tiffany, leur fille, en a fait les frais. Un jour, son institutrice a prévenu John qu'elle n'avait pas ramené ses devoirs. Mauvais timing, très mauvais. Résultat, elle a reçu une fessée qui a laissé des marques visibles. Le lendemain, l'institutrice les a vues et a appelé les services sociaux. La machine s'est mise en route. Convoqué avec ses enfants, John les a briefés. Et pas avec tendresse. Il leur a clairement fait comprendre que s'ils voulaient continuer à vivre dans leur petit paradis de luxe, mieux valait garder le silence. Tiffany a donc accusé Daniel, son demi-frère, et Daniel, lui, a encaissé, sans broncher, belle ambiance familiale. Mais John n'a pas réservé ses sautes d'humeur qu'à sa progéniture. Même ses employés, ses clients, tout le monde subissait les éclats du mari humilié. Pour tenter de sauver ce qu'il restait de son mariage, il a décidé de mettre de la distance entre Judy et son amant. Nouveau plan, déménager toute la famille dans un quartier huppé de Crown Point, dans l'Indiana. Et comme il ne fait jamais les choses à moitié, il a aussi relocalisé son entreprise dans un bâtiment loué près de Maryville, rebaptisé GG Industries Parker. Il a emmené dans cette nouvelle aventure ses employés les plus loyaux et son bras droit, Jeff Walker, celui qu'il formait depuis des années pour lui succéder. Car, malgré tout, il aimait encore Judy, et il croyait dur comme fer qu'un nouveau départ, loin de la tentation, pourrait sauver leur histoire. Spoiler, ce ne fut pas le cas. Pendant que Judy s'occupait d'elle, régime, nouveau look, nouvelle énergie, John s'est laissé aller, littéralement. Il a arrêté de se raser, s'est mis à fumer, a troqué ses costumes contre 2 jeans usés et errait dans ses pensées comme un fantôme mal habillé. Résultat logique, l'entreprise a plongé. Il a fini par vendre son bateau pour éviter le naufrage total. Ironique, non, et comme si tout cela ne suffisait pas, des rumeurs ont commencé à circuler. Judy aurait une liaison avec Jeff. Oui, Jeff, le gars de confiance. Est-ce que c'était vrai? John n'en a jamais été certain, mais l'idée seule suffisait à raviver la haine et à pourrir l'ambiance, jusqu'au jour où Judy lui a annoncé qu'elle voulait divorcer. Mais voilà, pour lui, ce n'était pas juste une séparation, c'était une trahison suprême. Il avait l'impression de lui avoir tout donné, un nom, une fortune, une nouvelle vie, et surtout un amour qui frôlait l'idolâtrie. Alors il a réagi comme un homme blessé, froidement. Il a commencé à lui couper toutes ses sources de revenus. Il lui a bien fait comprendre que si elle partait, elle repartirait comme elle était venue, avec rien, absolument rien. Et son arme secrète, l'enregistrement de son infidélité avec l'un des employés, un petit bijou technologique prêt à exploser en cas de besoin. C'était le décor en ce début d'année 2003. Un couple en ruine, des enfants à la dérive. Tiffany, elle, a fini punie pendant les vacances, pas pour avoir oublié ses devoirs cette fois, mais pour avoir, avec une amie, mis le feu à un terrain de l'école. Le jeudi 17 avril 2003, John et Judy sont sortis dîner en tête-à-tête. Une tentative pour sauver ce qu'il restait de leur mariage ou juste un cessez-le-feu temporaire. Allez savoir. En fin de repas, ils ont appelé la maison pour s'assurer que les enfants allaient bien et prévenir qu'ils rentreraient bientôt. C'est là que Christina leur a demandé de passer par le bureau. Elle y avait oublié un cahier avec ses devoirs. Après le restaurant, ils ont donc mis le cap sur l'entreprise. John, jamais à court de bonnes intentions ou de réflexes professionnels, en a profité pour apporter les restes du dîner à Jeff, son manager dévoué, qui bossait tard ce soir-là. Le couple est arrivé dans la zone industrielle peu avant 22 heures. Tous deux sont entrés dans le bâtiment. Il s'est entretenu avec Jeff pendant que Judy est allée chercher le fameux cahier. Ensuite,
Elle est retournée s'installer dans la voiture garée juste devant. Quelques minutes plus tard, John est sorti à son tour. Il a ouvert la portière arrière côté conducteur pour fouiller dans la voiture. Et là, 2 détonations ont retenti. Sèches, précises. John s'est effondré, raide, sur le bitume du parking. À peine quelques instants plus tard, le 911 a reçu 2 appels provenant du même endroit, un de Judy, un de Jeff. Les secours sont arrivés très vite, mais ça n'a rien changé. John, 33 ans, avait reçu une balle dans la nuque. Il a été déclaré mort sur place, le genre d'exécution propre et brutale. Et ce qui restait à faire, c'était aux enquêteurs de s'en charger. Lors de son interrogatoire, Judy, toujours dans la voiture au moment du tir, n'a rien pu dire de bien utile. Elle a raconté qu'elle était assise là, que John est sorti du bureau, a ouvert la portière et que 2 coups de feu ont claqué. Elle s'est cachée derrière le siège, a levé la tête et n'a aperçu qu'un homme vêtu de sombre qui s'éloignait en courant. Sur place, le portefeuille de John avait disparu. Ça sentait le braquage, du moins en surface. Mais plus les enquêteurs ont creusé, plus quelque chose a cloché. Personne ne savait que le couple devait passer par là. Alors pourquoi un voleur aurait-il traîné dans une zone industrielle désertée la nuit, comme par hasard, juste au bon moment? Et puis surtout, pourquoi se contenter du portefeuille? John portait une Rolex en or à 20 000 $ et plusieurs bijoux bien visibles. Rien n'a été pris, pas même une fouille dans les poches. Un des détectives a même fait une remarque plutôt tranchante. Quand quelqu'un entend des coups de feu, son réflexe naturel, c'est de regarder. Pas de se recroqueviller derrière un siège. Ce genre de détail qui, dans une enquête, fait toute la différence. Sur les lieux, ils ont retrouvé 2 douilles de calibre 25 mm. Ça collait avec les 2 coups de feu entendus par Judy. Une des balles a tué John sur le coup. L'autre? Mystère. Aucune info officielle n'a filtré. Les enquêteurs ont donc commencé à creuser. Et en toute logique, la première personne à être interrogée en détail, ce fut Judy. Elle a parlé d'une dispute récente entre John et un ancien employé qu'elle a d'ailleurs identifié. Mais rien de plus. Quant à Jeff, il n'a rien vu. Il était encore à l'intérieur au moment des tirs. Pendant ce temps, les autorités ont appelé la maison. C'est Christina qui a décroché. Elle a été informée que son beau-père venait d'être tué. Le mobile du vol ayant rapidement été mis de côté, les enquêteurs se sont tournés vers l'entourage de John. Le fameux ex-employé rancunier, oui, il y avait bien eu une dispute, mais selon lui, elle s'était terminée calmement. Et il avait un alibi en béton, vérifié et validé. Les enquêteurs ont ensuite élargi le champ. Collègues, anciens employés, partenaires commerciaux, concurrents, tout le monde est passé au crible. Même la famille de John a été examinée. Mais au bout de cette ronde d'interrogatoire, une seule chose a commencé à grincer aux oreilles des enquêteurs. Le comportement de Judy et de Jeff. Rien de concret, mais une étrange proximité. Assez pour éveiller des soupçons. Un blog que j'ai consulté mentionne aussi des commentaires du public concernant Judy pendant les funérailles de John. Près de 1000 personnes étaient présentes, et au lieu de l'image attendue de la veuve éplorée, elle s'est montrée joyeuse, souriante, en train de plaisanter avec des amis. Cerise sur le gâteau, son ex-mari, le père de ses 2 enfants, lisait tranquillement le journal au beau milieu de la cérémonie. Certaines critiques ont admis qu'il y avait bien une ombre sur le visage de Judy, mais pas celle du deuil. Non, c'était l'absence de Daniel, son fils, qui se trouvait alors en détention. Voilà ce qui, selon eux, la préoccupait. 4 jours après la mort de John, la police a convoqué Daniel, alors âgé de 15 ans. Motif? Un vieux dossier qui, soudain, a repris tout son sens. Environ 6 mois plus tôt, les agents de Crown Point avaient reçu une alerte.
Un groupe de jeunes voyous se pavanait dans les rues avec des liasses de cash, façon chef de gang en promo. Interpellés, ces brillants esprits ont raconté que Daniel leur avait proposé de tuer son beau-père, John. Mais, toujours selon eux, ils avaient pris l'argent sans jamais avoir eu l'intention de passer à l'acte. Une arnaque version mafieux amateur. À l'époque, la police s'était contentée de confisquer l'argent et de classer le dossier. Mais maintenant que John était bel et bien mort, ce petit détail est soudain devenu beaucoup plus intéressant. Lors de son interrogatoire, Daniel n'a pas nié les tensions avec son beau-père. Il a même avoué qu'il aurait bien aimé qu'on lui donne une bonne leçon. Puis, sous la pression, il a fini par craquer. Oui, il avait payé des types pour faire du mal à John. Pas pour le tuer, non, juste lui casser les jambes. Un classique du genre « je veux juste qu'il souffre un peu ». La police a arrêté l'un des jeunes impliqués, mais il a rapidement été relâché. Son alibi tenait la route. Quant à Daniel, après 9 jours de garde à vue, faute de preuves concrètes, il a été relâché lui aussi. Il restait mineur après tout. Les enquêteurs ont alors creusé plus loin. Tout le monde louait John, excellent patron, bon voisin, père dévoué. Mais il avait aussi ses accrochages avec les enfants de Judy, ce qui a suffi à attirer l'attention sur Christina, 17 ans à l'époque. Un ancien employé a balancé une info étrange. Christina aurait payé 100 $ à un homme pour lui trouver un tireur, puis 500 $ supplémentaires pour le contrat. Interrogée, elle a nié en bloc. Encore une tentative qui n'a mené nulle part. Mais un détail troublait les enquêteurs. D'où ces ados sortaient-ils l'argent ? L'unique source possible semblait être Judy. En creusant cette piste, plusieurs proches du couple ont confirmé que le mariage touchait à sa fin. Judy aurait eu au moins une liaison, mais John, malgré tout, ne voulait pas divorcer. Il espérait encore sauver leur couple. Triste ironie. Et puis, il y avait l'argent. Toujours l'argent. John avait souscrit 2 polices d'assurance vie pour un total d'1 million de dollars. Et surprise, juste après sa mort, Judy avait tenté de réclamer la somme. L'assureur avait refusé de payer tant que l'enquête n'était pas close. Ensuite, le père de John est intervenu pour bloquer définitivement la procédure, convaincu que Judy n'était pas innocente. Malgré toutes ces pistes, il manquait la preuve. L'affaire s'est embourbée. Et pendant ce temps, la vie dans la maison Parker s'est désintégrée. Judy était aux abonnés absents, visiblement trop occupée avec Jeff, le directeur de l'entreprise, et désormais compagnon officiel. Christina et Daniel se sont retrouvés à gérer Tiffany et Erika, leurs jeunes demi-sœurs. Puis Judy et Jeff ont quitté l'État, emmenant les petites avec eux. Daniel est allé vivre chez son père biologique. Seule Christina est restée enceinte avec un petit ami. Mais l'affaire, elle, est restée ouverte. Les enquêteurs obstinés ont continué à fouiller dans les moindres recoins du dossier. Et leur ténacité a fini par payer. En interrogeant des camarades de Christina et Daniel, ils ont appris qu'une arme leur avait été vendue. Les policiers ont suivi cette piste et ont découvert que Christina aurait utilisé un terrain familial pour s'entraîner au tir. Ils sont allés fouiller l'endroit et ont mis la main sur plusieurs douilles de calibre 25, même calibre que celles retrouvées sur la scène du meurtre. Les douilles ont été analysées. Bingo! Elles provenaient toutes de la même arme que celle utilisée pour tuer John. Et ce n'est pas tout. En 2007, un agent des narcotiques a apporté un témoignage décisif. L'ex-petite amie de Christina, arrêtée pour une affaire de drogue, a confié que Judy lui avait dit que c'était Daniel qui avait tiré. Christina, alors âgée de 21 ans, a été convoquée. Acculée, prise entre les preuves balistiques et les témoignages, elle a fini par craquer. Elle a tout balancé. Elle a admis avoir acheté l'arme. C'est elle qui, le soir du meurtre, avait appelé ses parents pour leur demander de passer au bureau,
prétextant un devoir oublié. Tout était prémédité. C'était un piège. Le tireur, Daniel. Les enquêteurs ont localisé Daniel en Arizona. Il avait 19 ans. Ils l'ont arrêté, extradé et confronté à la vérité. Face aux preuves, il n'a pas tenu longtemps. Il a dit qu'il était prêt à parler. Il a fini par tout avouer. C'était lui qui avait appuyé sur la détente, lui qui avait tiré la balle qui avait ôté la vie de John. Mais selon lui, il n'avait pas été seul dans l'ombre. Il a accusé sa propre mère, Judy, d'être le cerveau derrière toute l'affaire. Il a expliqué que, quelque temps avant l'attaque, Judy avait falsifié des chèques de l'entreprise. Montant détourné, 7 500 $. Officiellement, pour engager des tueurs à gages. Sauf que les SD professionnels ont préféré encaisser le fric et disparaître. Résultat, plan B, son fils. À défaut de trouver un assassin, autant en fabriquer un à la maison. C'est elle aussi, selon lui, qui a monté toute la mise en scène du dîner en amoureux, suivi d'un détour au bureau, sous prétexte d'un cahier oublié. Christina a joué son rôle à la perfection. Daniel a raconté avoir tiré une balle à la tête de John. Juste une. La seconde, d'après lui, serait partie accidentellement alors qu'il fouillait ses poches à la recherche du portefeuille. Instruction directe de maman. Et après, Judy lui avait ordonné de rentrer à la maison comme si de rien n'était, et surtout sans éveiller les soupçons des deux petites. Christina l'a aidé à les distraire avec un dessin animé. Les deux ados ont déclaré que leur mère leur avait lavé le cerveau. Elle leur avait fait croire que John les maltraitait. Elle leur avait promis une vie meilleure, plus d'argent, plus de liberté, plus de père. Elle leur avait vendu un rêve, et ce rêve, c'était un enterrement. On a aussi découvert que ce n'était pas la première tentative de Judy. Un jour, elle avait tenté de l'empoisonner en ajoutant un petit ingrédient surprise dans son assiette. Résultat, John avait passé quelques jours à l'hôpital, diagnostiqué intoxication alimentaire. Traduction, tentative d'assassinat ratée. Fin 2007, Christina et Daniel ont été formellement inculpés pour meurtre et conspiration. Christina a plaidé non coupable, a payé sa caution et a été libérée dans l'attente du procès. En mars 2008, Daniel, 20 ans à ce moment-là, a plaidé coupable. En échange, il a accepté de tout avouer et d'impliquer sa mère et sa sœur. Le parquet a accepté de retirer l'accusation de meurtre en échange de sa coopération, mais il a tout de même écopé d'une peine de 20 à 25 ans de prison. Dans une déclaration sous serment, il a raconté que, dès l'âge de 14 ans, Judy et Christina l'avaient approché pour discuter d'un plan, pour se débarrasser de John. Une première réunion de famille, version crime organisé. Judy leur avait fourni l'argent pour acheter une arme, un pistolet calibre 25. Elle lui avait aussi donné les vêtements noirs, les gants, le masque, tout le kit du parfait petit meurtrier, et elle ne s'était pas arrêtée là. Elle lui avait même donné des instructions précises. Après le crime, il devait rentrer se laver immédiatement pour effacer toute trace de poudre. Ensuite, elle s'occupait du reste, l'arme, les vêtements, le portefeuille, comme si de rien n'était. Devant l'évidence, Judy a fini par se rendre. En juillet 2009, 6 ans après le meurtre, elle a accepté de plaider coupable pour conspiration. Elle a reconnu avoir planifié, participé et aidé à dissimuler le crime. Le parquet a demandé la peine maximale, prison à perpétuité avec un minimum de 28 ans. En août de cette même année, Judy a été condamnée à 33 ans de prison. Le mois suivant, Daniel a écopé de 23 ans. Puis, en octobre, Christina, qui a fini par plaider coupable d'avoir aidé un criminel, a été condamnée à 5 ans. Selon les journaux, Daniel a intégré un programme de réhabilitation et a été libéré 8 ans plus tard, en 2017. Depuis, plus aucune nouvelle.
Il a, semble-t-il, choisi la discrétion. Christina, de son côté, a purgé 4 ans avant d'être libérée en 2016. Mais quelques mois plus tard, elle est décédée d'une overdose. Ironique, tragique, prévisible, peut-être tout ça à la fois. Quant à Judy, d'après les registres du département des corrections de l'Indiana, sa première chance de libération conditionnelle était fixée au 29 novembre 2022. Et depuis, silence radio. Ce qu'on retiendra de cette affaire, une chose, la cupidité. Judy a démarré sa vie dans la galère, oui, mais à l'apogée de son existence, elle avait tout. L'amour, le confort, la réussite. Et pourtant, elle en a voulu plus, toujours plus, jusqu'à tout détruire. Elle a brisé un homme qui avait bâti un empire à la seule force de ses convictions. Et elle a ruiné la vie de ses 4 enfants, 2 envoyés en prison, 2 privés à jamais de leur père et de leur mère. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.